Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Homo Ethicus. Je m'appelle Julien Burgos et avec ce podcast, j'ai envie de partager avec vous des sources d'inspiration et de réflexion pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, mieux comprendre les comportements de l'être humain et surtout réfléchir à notre éthique de vie pour que nous puissions passer de l'ère de l'Homo economicus à celle de l'Homo Ethicus. Et oui, rien que ça. Si vous voulez mieux comprendre l'objectif de ce podcast, je vous encourage d'écouter l'épisode 0 dans lequel je vous présentais les raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast. Et pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous inscrire sur iTunes ou sur votre plateforme préférée et à laisser vos commentaires et avis. Dans l'épisode précédent, je vous parlais du livre de Jean-Marc Gansil, Ne plus se mentir. Gansil encourageait à plus de radicalité dans les mouvements écologistes et donnait comme exemple l'organisation Deep Green Resistance. Pour être honnête, je ne les connaissais pas beaucoup, je savais qu'ils avaient créé les éditions libres qui ont publié le livre de Peter Gelderloos, Comment la non-violence protège l'État et dont je vous ai parlé il y a quelques mois déjà. Alors j'ai voulu en savoir plus sur Deep Green Resistance dont les acronymes sont DGR. Alors DGR, qu'est-ce que c'est ? DGR, c'est un groupe radical qui a été créé aux États-Unis par 3 personnes principalement, Lirkis, Derrick Jensen et Arik McBay. Leurs idées sont présentées dans plusieurs livres qui sont les titres références et qui ont été traduits et publiés en français aux éditions libres. Ces ouvrages sont Deep Green Resistance, donc écrits par les 3 personnes citées plus haut, et dont le volume 2 est récemment sorti en français. Puis il y a les 2 volumes de Écologie en résistance qui sont des recueils de textes de différents auteurs et des conférences. Je vous recommande de lire ces textes et notamment Deep Green Resistance pour comprendre la logique de ce mouvement que je vais tenter de vous résumer et de vous présenter dans cet épisode du podcast. Vous pouvez bien sûr aussi aller directement sur le site de DGR pour mieux comprendre leur approche. Et d'autres articles sont aussi disponibles sur le site internet Le Partage qui est lié à DGR. Le constat de DGR est le même que toutes les autres organisations environnementales et même des collapsologues. C'est la destruction de l'environnement, le dérèglement climatique, dont j'ai déjà parlé dans mon épisode précédent sur le livre de Jean-Marc Gansil. Je ne vais pas revenir sur ce constat. La différence de DGR par rapport aux autres mouvements écologistes et par rapport aux collapsologues, c'est que l'effondrement de la civilisation n'est pas forcément une mauvaise chose pour DGR, au contraire. Car pour eux, la cause de cette destruction généralisée se trouve dans notre mode de société, c'est-à-dire la civilisation et surtout la civilisation industrielle qui a amplifié l'exploitation de la nature pour les besoins de l'espèce humaine qui vit donc dans cette civilisation. DGR utilise le terme civilisation selon son étymologie, c'est-à-dire lié à la cité ou ville, à l'urbanité, en opposition à des cultures qui ne vivent pas dans des cités mais dans des hameaux, des tribus, des clans, et dont les derniers représentants sont qualifiés de manière générale, de peuples premiers, d'autochtones, etc. On les retrouve en Amazonie, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est ou encore dans certains endroits d'Afrique. Ainsi, DGR nous dit que c'est la civilisation qui est responsable de la destruction de notre environnement. Derrick Jensen, qui est un des penseurs clés de ce mouvement, définit la civilisation de la manière suivante. Je le cite. La civilisation est une culture, c'est-à-dire un complexe d'histoires, d'institutions et d'artefacts qui à la fois mènent à et émergent de la croissance de villes, en définissant les villes pour les distinguer des camps, des villages, etc., comme des regroupements de gens vivant de façon plus ou moins permanente en un lieu précis, d'une densité telle que l'importation quotidienne de nourriture et d'autres éléments nécessaires à la vie est requise. Fin de la citation. En effet, à partir du moment où des villes se créent, il est nécessaire d'importer de la nourriture produite à l'extérieur de la ville. Et plus la ville augmente, plus il faut de production, plus il faut de terre, plus il faut s'éloigner de la ville pour acquérir des terres et produire suffisamment pour le bénéfice des habitants des cités. Ainsi, l'établissement des cités est extrêmement consommateur de ressources. On ne peut que constater que les endroits où les premières cités ont vu le jour, comme la Mésopotamie par exemple, une zone qualifiée de croissant fertile, est maintenant devenue un désert. D'autre part, le développement des cités s'est aussi accompagné d'une militarisation. Lirkis détaille cela d'ailleurs dans un des textes issus du recueil Écologie en résistance. Elle explique qu'il y a 3 raisons principales pour la militarisation. Tout d'abord, l'agriculture produit des surplus qu'il faut protéger pour qu'ils ne soient pas volés. Ensuite, à mesure que les cités s'agrandissent, il faut de nouvelles terres, de nouveaux espaces, qu'il faut prendre de force à d'autres personnes, d'où le besoin d'une armée.
Et enfin, l'agriculture est très exigeante, a besoin de beaucoup de bras, d'esclaves, et donc d'une armée pour avoir des esclaves et contrôler ces esclaves. Et donc, elle lie le développement des cités à la militarisation de la société. Faisant un grand pas en avant, au XVIIIe siècle, la civilisation est devenue industrielle avec l'accès à l'énergie fossile, charbon, gaz et pétrole qui nous ont amenés dans la situation actuelle, c'est-à-dire une destruction généralisée de l'environnement qui ne s'arrête pas, comme le montrent les feux qui ont eu lieu en Amazonie cet été, pour permettre d'avoir encore plus de terres agricoles afin de nourrir les citadins, que ce soit directement par des céréales ou par des animaux ayant consommé ces céréales. Selon DGR, et c'est en cela qu'ils sont peut-être une des organisations les plus radicales au sens d'identifier la racine des problèmes, selon DGR donc, la seule solution pour stopper cette destruction, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, c'est de mettre à bas la civilisation industrielle et même la civilisation dans son ensemble, car la source du problème, c'est la création de cités dépendantes de ressources extérieures. L'originalité de DGR est aussi de dire que le sapiens en lui-même n'est pas un destructeur par essence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer que l'humain a dans ses gènes, dans sa manière d'être, qu'il est ontologiquement un destructeur de son environnement et des autres espèces. D'ailleurs, dans un épisode précédent que j'avais fait sur le livre Sapiens de Harari, j'avais donné la citation suivante. Harari écrivait « Ne croyez pas les écolos qui prétendent que nos ancêtres vivaient en harmonie avec la nature. Bien avant la révolution industrielle, Homo sapiens dépassait tous les autres organismes pour avoir poussé le plus d'espèces animales et végétales à l'extinction. Nous avons le privilège douteux d'être l'espèce la plus meurtrière des annales de la biologie. » Fin de la citation. Or, plusieurs personnes contestent cette idée de Harari car nous pouvons constater que les tribus encore existantes de chasseurs-cueilleurs arrivent à vivre dans leur environnement sans le détruire, sans polluer les ressources naturelles, sans éliminer la grande majorité des espèces présentes. Certes, elles ont aussi un impact, mais il est très limité. Donc, il existe des preuves montrant que des sapiens ont trouvé des modes de vie respectueux de l'environnement et qui durent depuis plusieurs centaines de milliers d'années, alors que l'agriculture n'est-elle vieille que depuis 10 000 ans, comme les premières cités, et la civilisation industrielle, elle, dure depuis à peine 200 ans. Et son impact destructeur est sans commune mesure avec celui des chasseurs-cueilleurs ou même des agriculteurs avant la révolution industrielle. Donc le point de vue de Harari, et que certains reprennent d'ailleurs en disant que l'espèce humaine est un virus qui détruit tout, ce point de vue-là est une erreur grave. Alors vous allez me demander, est-ce que DGR veut qu'on redevienne tous chasseurs-cueilleurs? C'est ça leur programme? Je n'ai jamais vu de phrase disant cela de manière claire, ni de phrase l'affirmant d'ailleurs. Mais j'avoue que je n'ai pas encore tout lu. Par contre, DGR a clairement identifié l'ennemi comme étant la civilisation, c'est-à-dire la concentration d'habitants dans des villes qui demandent de plus en plus de ressources extérieures pour se nourrir, s'habiller ou se construire une maison. Ainsi, on pourrait conclure qu'un objectif à atteindre serait celui d'une vie plus rurale, dans laquelle les produits seraient disponibles localement ou dans un rayon d'action limité, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas trop de transport et pas d'exploitation minière intensive. Ce n'est pas le mode chasseur-cueilleur, mais ce n'est pas non plus le style de vie urbain avec smartphone et trottinette électrique. Donc oui, il faut l'avouer, ce serait un sacré changement. Enfin, surtout pour les urbains. Alors j'entends déjà les cris d'orfraie, les moqueries faciles de ceux qui relèguent toute pensée radicale à l'image du retour à une vie dans une caverne. Ou encore de tous les progressistes qui s'efforceraient de montrer tous les bienfaits de la civilisation, à commencer, et comme toujours, par les progrès de la médecine, qui a considérablement allongé l'espérance de vie, diminué le taux de mortalité infantile et éradiqué certaines maladies. Vous remarquerez d'ailleurs que lorsqu'on parle de progrès, c'est toujours la médecine qui est mise en avant, y compris pour nous convaincre que l'intelligence artificielle est bénéfique. Elle a bon dos, la médecine. Enfin, ne nous égarons pas sur ce sujet. Poursuivons sur le constat que la civilisation a aussi créé de nouvelles maladies qui n'existaient pas, ou si peu. Les problèmes respiratoires liés à la pollution, le stress, différents types d'allergies, le diabète, l'obésité dont le nombre de morts par an est gargantuesque, la dépression et d'autres. À ce sujet, vous pouvez lire un article sur le site Le Partage, je mets le lien en référence sur la chaîne YouTube. D'autre part, l'augmentation de l'espérance de vie et la diminution de la mortalité infantile sont surtout la conséquence de l'amélioration des conditions d'hygiène par des systèmes d'assainissement, des systèmes de récolte des déchets, problèmes qui ont été créés par la concentration de personnes dans des lieux restreints, donc par la création des villes. Ainsi, la civilisation a trouvé une solution à un problème qu'elle a elle-même créé. Bon, vous m'excuserez si je n'applaudis pas des deux mains. D'autre part, il y a une notion fondamentale qu'il faut discuter, c'est l'idée de progrès, de progressisme. DGR remet en cause cette notion. Est-ce que c'est un progrès d'avoir une civilisation qui détruit 200 espèces par jour, qui a détruit plus de 95% des poissons, qui cause la 6e extinction des espèces, un dérèglement climatique majeur, et qui est incapable de prendre des décisions pour bloquer cela? L'amélioration des conditions de vie d'une minorité,
principalement l'Occident, au prix de la destruction massive de l'environnement et de l'exploitation d'une majorité, j'ai du mal à concevoir cela comme un accomplissement de l'espèce humaine. Mais je ne vais pas m'appesantir sur ce sujet maintenant, je le traiterai peut-être dans un autre épisode, car c'est indispensable d'en parler et de remettre en cause cette notion qui est elle-même liée au sentiment de supériorité de la société occidentale qui est convaincue d'être la meilleure, et notamment, bien évidemment, d'être supérieure aux chasseurs-cueilleurs, alors qu'eux ne détruisent pas leur environnement. En fait, nous pouvons passer beaucoup de temps à discuter de la possibilité ou pas de revenir à un mode de vie beaucoup plus modeste, c'est-à-dire sans smartphone, sans télé, sans ordinateur, et même peut-être sans voiture individuelle. Nous pouvons argumenter dans un sens ou dans l'autre. Mais il me semble qu'il y a deux autres questions qui sont fondamentales avant même de se poser la question des chasseurs-cueilleurs. Tout d'abord, est-ce que notre civilisation industrielle peut continuer en détruisant la planète comme elle le fait, avec une perspective de dérèglement climatique et une augmentation moyenne de plusieurs degrés dans les prochains 50 ou 100 ans, et qui aurait des conséquences difficiles à imaginer, mais notamment la perte des terres agricoles, comme l'a montré le GIEC. Alors je pense qu'une grande majorité des personnes s'accordent à dire que ce n'est pas possible, et même ceux qui ne sont pas écolos, ou qui n'ont pas beaucoup de considération pour les autres espèces, peuvent admettre que cette destruction généralisée doit être empêchée. Sinon, comment cultiver un minimum d'agriculture pour permettre la survie de l'espèce humaine? D'où la deuxième question. Est-ce qu'une transition écologique mainstream peut nous permettre de maintenir notre niveau de vie actuel, ou au moins de ne pas trop le perdre? Alors là, ça devient un peu plus compliqué. La grande majorité des écolos poussent pour cette transition écologique ou transition énergétique, car ils sont persuadés, ou au moins ils semblent persuadés, que nous pouvons maintenir notre style de vie tout en réduisant notre impact et en limitant les pollutions de toutes sortes. Alors certes, plusieurs mesures pourraient être prises pour freiner cette destruction, comme par exemple bannir l'utilisation de sacs en plastique ou interdire l'utilisation de glyphosate. Voilà des mesures qu'on ne peut qu'approuver, mais qui sont pourtant impossibles encore à mettre en place actuellement. La grande différence entre les écolos mainstream et les radicaux pose sur d'autres mesures de transition, comme par exemple de faire croire qu'il est possible de remplacer l'énergie que nous consommons par des énergies vertes, l'éolien, le solaire ou l'hydraulique. Pour une explication précise de cette impossibilité, je vous renvoie aux conférences de Jean-Marc Jancovici. Il suffit de préciser deux choses. D'une part, les énergies renouvelables ne représentent que 3,5% de l'énergie mondiale, donc c'est ridicule. D'autre part, ces énergies dépendent des énergies fossiles puisque, pour fabriquer des panneaux solaires ou des batteries électriques, il faut extraire du minerai qui se fait avec des machines qui utilisent surtout du pétrole. Donc ces énergies sont loin d'être vertes. Enfin, la part de ces énergies dites renouvelables n'a pas remplacé les autres énergies, mais elle s'est ajoutée aux autres, donc parler de transition énergétique est une aberration. Comme je le disais, les conférences de Jancovici sont assez claires là-dessus pour montrer le peu de poids de les énergies renouvelables. Par contre, il ne faut pas non plus tomber dans l'argument de Jancovici qui est pro-nucléaire, et donc construire de nouvelles centrales nucléaires aura aussi un impact environnemental complètement destructeur. Bref, nous avons ici juste parlé de la production d'électricité, mais en fait c'est l'ensemble de notre mode de vie qui a un impact sur l'environnement. Le téléphone portable a besoin de coltan extrait des mines de Congo et qui provoque des guerres. La production de porc en France ou au Vietnam provoque des effluents extrêmement polluants à tel point que l'eau n'est plus potable en Bretagne. Les batteries des voitures électriques qui sont soi-disant la nouvelle révolution ont besoin de lithium qui doit être extrait de mines très polluantes et qui n'est presque pas recyclable, donc qui pollue encore après son utilisation. Et encore, là, je ne vous parle là que de l'impact sur l'environnement de ces industries, mais il ne faut pas oublier que toutes ces ressources sont limitées, c'est-à-dire qu'elles ont un stock limité, que ce soit le pétrole, le charbon, le gaz ou le lithium. Et étant donné les consommations actuelles, les pics de production s'approchent. C'est déjà le cas pour le pétrole conventionnel qui a atteint son pic en 2006. Or, si la production de pétrole augmente encore actuellement, c'est à cause du pétrole bitumineux qui est extrêmement destructeur pour l'environnement. Toutes les ressources diminuent fortement puisque leur consommation ne cesse d'augmenter, et donc on atteindra une impossibilité physique de production parce que cela deviendra trop cher à produire, trop cher à extraire. Mais surtout, cette soi-disant transition est toujours basée sur un système extractiviste et industriel qui lui continuera à polluer pendant des années. Une mine de charbon écolo, ça n'existe pas. Or, le charbon augmente plus rapidement que les énergies renouvelables dans le mix énergétique global. Donc les écolos mainstream se voient la face lorsqu'ils prétendent qu'il est possible de rendre la production mondiale suffisamment verte pour que la pollution cesse, pour qu'il n'y ait plus de plastique dans les océans, plus de rejet de carbone dans l'atmosphère, plus de pollution dans l'air, etc., etc. Et d'ailleurs, comme je l'expliquais un peu plus tôt pour le pétrole, ce système n'hésitera pas à détruire encore plus l'environnement pour assouvir son besoin de ressources.
Cela risque de se passer au Groenland et dans l'Arctique, qui pourront probablement apporter un surplus de ressources pour quelques dizaines d'années, qui sait, mais à quel prix? Une autre désillusion majeure est de croire que la technologie pourra nous sauver, soit pour enterrer le carbone dans le sol, soit pour réaliser je ne sais quelle prouesse qui pourrait sauver la planète. Or, je viens d'expliquer que l'ensemble des ressources naturelles arrivera à une pénurie dans quelques décennies, donc comment fabriquer une nouvelle technologie s'il n'y a plus de ressources? Et d'autre part, cette croyance dans la technologie est une vraie religion qui n'est basée sur rien de réaliste. D'ailleurs, il est curieux que les personnes qui parlent d'effondrement soient parfois comparées aux millénaristes, qui prédisaient la fin du monde au tournant de chaque siècle ou millénaire, sans avoir aucun fondement, uniquement sur base de croyances. Or, dans notre cas, nous avons d'un côté des personnes qui basent leurs conclusions sur les données actuelles de réchauffement climatique, les données d'émissions de gaz à effet de serre, les données sur les ressources extraites et existantes, le rythme de consommation, et tant d'autres informations qui permettent d'établir des modèles de projection sur les tendances futures au sujet de l'évolution du climat, que ce soit la montée des eaux, la disponibilité de ressources, etc. Et tous ces modèles arrivent à la même conclusion, à savoir que nous sommes dans une phase d'effondrement graduel, de destruction des écosystèmes et de dérèglement climatique majeur. De l'autre, nous avons des pseudo-prophètes qui pensent que nous découvrirons de nouvelles technologies qui pourraient nous sauver. Lesquelles? Mystère, tout ceci n'est que pure spéculation, fantasme qui n'est basé sur rien de concret autre que le désir, l'espoir que tout va s'arranger. Ainsi, les millénaristes religieux ne sont plus ceux qui prédisent la fin du monde, mais ceux qui croient dans le miracle de la technologie pour nous sauver, sans préciser que ces technologies dépendent des ressources qui de toute façon sont en train de s'épuiser. Et notre société, nos dirigeants, mais aussi l'immense majorité de la population, préfèrent croire au scénario des promesses incertaines plutôt qu'à la réalité de l'effondrement en cours et à venir. C'est la preuve de la puissance de conviction des médias mainstream, des lobbies et de la publicité. Et c'est aussi peut-être la puissance de conviction d'Hollywood. En effet, nous avons beaucoup trop été percés par les films catastrophes d'Hollywood dans lesquels le scénario est toujours le même, non? On a une crise, un Armageddon, un héros qui apparaît, et une happy end, tout le monde est sauvé et la vie recommence comme d'habitude. Au fond, la technologie, c'est le héros que certains espèrent pour pouvoir atteindre cette happy end libératrice. Seulement, c'est très dangereux, car cela ne pourrait bien ne jamais arriver. Et si les happy end des films catastrophes reflètent autant la réalité que ne le font les comédies romantiques, alors on est vraiment mal barré. Ainsi, à la deuxième question que je posais plus tôt, est-ce qu'une transition écologique mainstream peut nous permettre de maintenir notre niveau actuel ou au moins de ne pas trop le perdre? Alors nous sommes obligés de conclure que c'est impossible et qu'il faut largement revoir à la baisse notre mode de vie. Et surtout, il ne faut pas nécessairement le voir comme une catastrophe, comme un drame, comme parfois certains collapsologues nous le présentent. Car après tout, cette société extrêmement destructrice, et y mettre fin permettra aux écosystèmes de récupérer et empêchera la destruction généralisée. Donc il faut le voir comme une chose positive, comme une chance. Certes, nous perdrions en confort, mais laissez-moi vous rappeler que ceux qui perdraient en confort sont une minorité, qui vivent principalement dans les pays occidentaux. Allez dire à un paysan indien endetté jusqu'au cou que ce système néolibéral est très bien et qu'il faut le préserver à tout prix. Cependant, on pourrait rétorquer à DGR que, plutôt que d'encourager la destruction de la civilisation, comme il le souhaite, ne serait-il pas mieux de passer par un processus de décroissance graduelle pour éviter toute crise chaotique, et donc encourager une certaine transition, pas à pas, qui pourrait être beaucoup moins compliquée pour la population. Le problème, c'est que cela ne fera que retarder la chute du système industriel qui pourrait survivre pendant très longtemps en étant tout autant exploiteur et destructeur. Car en fait, cela pourrait encore durer pendant des dizaines d'années avec des réductions graduelles des libertés individuelles et des différences encore plus grandes entre les pauvres et les riches. Ce serait plutôt une longue agonie plutôt qu'une chute brutale. Dans les deux hypothèses, les classes populaires seraient très affectées. Mais en fait, c'est déjà le cas, on le voit déjà avec les gilets jaunes. Par contre, un scénario plus graduel serait moins compliqué à vivre pour les classes intermédiaires qui, dans le cas d'une crise majeure, perdraient probablement leurs avantages brutalement, et c'est cela qui leur fait peur. C'est d'ailleurs un argument avancé par les partisans d'une approche plus radicale, c'est-à-dire que les classes moyennes ne veulent pas perdre leurs conditions de vie, et donc ne feront pas la promotion de changements radicaux, ni n'encourageront la diversité des méthodes de lutte, car ils auraient trop à perdre. Alors que les personnes de milieux plus populaires ou avec des conditions de vie déjà très difficiles ont peu à perdre et donc sont plus ouverts aux actes radicaux. Or, la plupart des militants pour le climat sont issus de ces classes moyennes. D'autre part, une chute brutale aurait aussi plus de probabilité de causer la chute des classes supérieures et des très riches, car la situation presque chaotique pourrait échapper à leur contrôle alors qu'un processus graduel leur permettrait de conserver leurs avantages encore pendant un long moment, de contrôler les mouvements de population plus facilement. Mais c'est vrai, je l'avoue, cela n'est qu'une hypothèse un peu vague.
Une autre critique de DGR serait aussi de leur recommander d'arrêter de se focaliser uniquement sur le problème, d'être aussi négatif. Il faut être constructif, il y a autant d'initiatives positives qui se développent aux quatre coins de la planète et qu'on peut voir par exemple dans le film Demain ou dans d'autres films. Donc DGR, arrêtez d'être aussi négatif. Cependant, si on regarde l'évolution du monde, les tendances des sphères politiques dans différents pays et les décisions économiques, que ce soit en France avec la répression massive contre les gilets jaunes, aux États-Unis avec Trump, le Brexit, la montée du nationalisme en Italie ou en Allemagne, mais aussi une crise économique qui est probablement déjà en train de commencer, une crise climatique qui progresse plus vite que les scientifiques ne le craignaient, alors force est de constater que le développement des alternatives est certes indispensable, mais pas suffisant pour freiner cette destruction généralisée, et alors un mouvement comme DGR apparaît maintenant comme nécessaire. Et une fois que le constat est posé, que faire ? Quelle stratégie utiliser pour changer le système, pour abattre la civilisation ? Nous parlerons de cela dans un second épisode. Pour en savoir plus, je vous recommande les différents ouvrages des éditions libres dont j'ai parlé un peu plus tôt, ainsi que les articles du site Le Partage qui sont très intéressants, qui amènent à réfléchir même si le ton pourrait parfois être moins agressif. Voilà. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube Homo Ethicus où vous pourrez retrouver cet épisode. Et si vous voulez me soutenir, je viens de créer mon compte Tipeee sur lequel vous pouvez laisser un tip, cela m'encouragera à continuer. Je mets le lien vers Tipeee dans la description et vous pouvez aussi vous inscrire au podcast et laisser un avis sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez, de préférence en mettant le plus d'étoiles possible, ça permettra au podcast d'avoir plus de visibilité et de trouver de plus en plus d'auditeurs. Et surtout, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Homo Ethicus. Et comme disait l'autre, bataille!